Bonsoir à tous, merci de nous recevoir dans cette nouvelle édition du journal. Voici les titres. Les autorités togolaises ont annoncé la semaine dernière la publication du cadre de financement durable pour une transition verte. Ce nouvel outil garantira que les fonds mobilisés seront alloués à des projets qui ont un fort impact social et environnemental. Au Sénégal, le président Bassirou Diomaye Faye a effectué la visite de la localité de Kédougou pour apporter son soutien aux zones affectées par les inondations. La visite rentre dans le cadre de la lutte contre l'orpaillage illégal et la protection des ressources naturelles. Et puis les autorités de la République démocratique du Congo et les représentants de la Banque mondiale ont procédé la semaine dernière au lancement du programme de gestion forestière baptisé PIFORES. Les précisions dans un instant. C'est tout pour les titres. Bienvenue. Débutons cette nouvelle édition environnementale avec le couronnement de Mademoiselle Lagloire Diator au prestigieux concours national ambassadrice de l'environnement Vision Planète Verte édition 2024. Étudiante en troisième année de licence en biologie et physiologie végétale à l'université de Lomé, elle remporte cette quatrième édition à l'issue de la finale qui s'est déroulée au centre togolais des expositions et foires CETEF. Viva Samana et Mohamed Aymar étaient sur les lieux. Voici le compte-rendu. Le flambeau de la lutte pour la protection de l'environnement au Togo sera désormais porté par Diator Lagloire. Cette charmante demoiselle a remporté la couronne de la quatrième édition du concours ambassadrice de l'environnement Vision Planète Verte. L'événement s'est déroulé dans la nuit du samedi 19 au dimanche 20 octobre 2024 au Centre togolais des expositions et foires CETEF Togo 2000. 20 candidates retenues à l'issue des deux phases régionales étaient en lice sur le starting block. Après plusieurs passages en différentes tenues et la présentation de leur projet de mandat, le jury a porté son choix final sur cette étudiante en troisième année de licence en biologie et physiologie végétale à l'université de Lomé. Elle n'a pas caché ses sentiments et ses ambitions à l'issue de la soirée. Premièrement, je dirais que j'ai un sentiment mitigé. Il y a la joie, il y avait la peur, il y a aussi les pleurs aussi. Mais là, actuellement, je suis très heureuse d'être ambassadrice de l'environnement Vision Planète Verte, édition 4. Actuellement, nous souffrons des problèmes de déboisement. Alors que nous avons des problèmes de réchauffement climatique. Nous connaissons très bien l'importance des arbres et des forêts. Donc je lance appel à la population qui va suivre ce projet de formation en production de charbon écologique qui va permettre de réduire la pression sur les forêts. J'ai 2 ans d'expérience en activisme climat. J'ai suivi des formations en production de charbon écologique et j'ai également des collaborateurs experts qui forment en production de charbon écologique. Donc je suis capable de mener à bien ce projet. L'événement s'est déroulé en présence du ministre togolais de l'Environnement et des Ressources forestières Katari Folibazi, qui a une fois encore salué l'initiative de ce concours qui promeut la protection de l'environnement au Togo. Le président de la République a estimé que dans la protection de l'environnement, ce n'est pas une question d'un gouvernement. Ce n'est pas une question du ministère de l'Environnement. C'est une question de tous les Togolais. Tous les Togolais doivent s'engager à protéger l'environnement. Parce que l'environnement, c'est la vie. L'environnement, c'est la prospérité. Plusieurs prestations d'artistes urbains ont meublé la soirée sous le regard appréciatif des jeunes et amoureux de l'environnement venus soutenir l'événement. Mes sentiments, je dirais que ce sont des sentiments de joie. Parce que la tâche n'a pas été facile, mais telle a été la mission. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant nous a conduits à bon port. Et je remercie vraiment Dieu, je suis vraiment reconnaissant. Et une fois encore, merci au public togolais d'avoir fait le déplacement aujourd'hui pour témoigner encore une fois leur engagement, leur amour à la cause environnementale. Parce que ce projet se veut être un cadre d'échange. Ce projet se veut être une vitrine de communication. Ce projet se veut être une plateforme vraiment de communication et de visibilité pour promouvoir les bonnes valeurs écologiques dans notre pays, le Togo. La lauréate repart avec des lots, dont une moto électrique offerte par la société Spiro, partenaire de l'événement. Elle sera accompagnée dans sa nouvelle mission par 3 promotrices.
Le gouvernement togolais a annoncé la publication de son cadre de financement durable destiné à orienter les investissements vers les projets plus respectueux de l'environnement et contribuant à la lutte contre le changement climatique. Annoncé la semaine dernière, cette feuille de route implique 5 dépenses dédiées aux actions climatiques et 9 dépenses pour des projets sociaux destinés aux populations vulnérables. Francesca Djessou. Le gouvernement togolais a dévoilé son cadre de financement durable visant à orienter les investissements vers des projets respectueux de l'environnement et socialement responsables. Ce plan publié le 9 octobre 2024 inclut 14 catégories de dépenses éligibles, 5 pour des actions climatiques et environnementales et 9 pour des projets sociaux ciblant les populations vulnérables. Ce cadre validé par SP Global Ratings s'inscrit dans les objectifs nationaux de développement durable. Il ambitionne de mobiliser des fonds pour des projets ayant un fort impact social et environnemental, tout en garantissant la solvabilité du pays auprès des prêteurs internationaux. Malgré cette initiative, certains observateurs restent sceptiques sur sa mise en œuvre, notamment face aux problèmes environnementaux persistants tels que la gestion des déchets. Il souligne que ce cadre pourrait davantage être utilisé pour attirer des prêts sans réelle avancée concrète. La création de l'Observatoire régional du littoral ouest-africain Orloa a été officialisée la semaine dernière à Lomé. Cet organe né d'une volonté collective des partenaires internationaux vise à renforcer la gestion et la protection des côtes menacées par l'érosion. Francesca Djessou nous en dit plus dans cet élément. L'Observatoire régional du littoral ouest-africain Orloa a été officiellement créé à Lomé le 10 octobre 2024. C'est une initiative des États de l'UEMOA et de ses partenaires internationaux pour répondre aux défis de l'érosion côtière. Il est destiné à renforcer la gestion et la protection des côtes particulièrement vulnérables à la montée des eaux. L'Orloa est financé par la Banque mondiale dans le cadre du projet Ouakarezip. Il apportera des données précises pour améliorer l'aménagement des zones côtières et coordonner les actions des pays membres. Depuis que les températures augmentent, fait que la mer déborde et emporte tout. Au niveau du Togo comme du Bénin, on a constaté que c'est des maisons, des biens qui sont emportés par les vagues de la mer. Et c'est ainsi qu'avec l'appui de l'UEMOA, la Banque mondiale, il a été mis en place un projet qui consistait à protéger toute la côte ouest africaine. En s'appuyant sur les analyses de l'Observatoire, les États pourront mieux planifier leurs infrastructures et intensifier leurs efforts pour contrer l'érosion. Le Togo espère que cet outil va accélérer ces initiatives déjà en cours. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye s'est rendu vendredi dernier à Kédougou, dans l'est du pays, pour soutenir les populations des zones touchées par les inondations. Le chef de l'État a annoncé le renforcement des mesures contre l'orpaillage illégal qui sévit dans cette région du Sénégal en vue de protéger les ressources naturelles et assurer un avenir durable pour les générations futures. Les détails dans cet élément. En visite à Kédougou, dans la région de l'Est du Sénégal, vendredi 18 octobre dernier, le président Bassirou Diomaye Faye a annoncé le renforcement des mesures contre l'orpaillage illégal pratiqué dans les sites de Karakena et de Sansamba. Adoptée le 31 juillet 2024, cette mesure qui suspend pour 3 ans toute activité minière le long de la rivière Falémé vise à protéger les ressources naturelles et à assurer un avenir durable aux générations futures. L'orpaillage est une activité minière artisanale souvent illégale. Elle menace les ressources en eau et les écosystèmes locaux et est très souvent pratiquée dans cette zone du pays. Face à cette situation, le chef de l'État a interdit toute activité d'orpaillage dans un périmètre de 500 mètres de la Falémé, principal affluent du fleuve Sénégal, qui constitue la frontière naturelle entre le Sénégal et le Mali, afin de préserver cette ressource vitale.
Ce déplacement du président Diomaye Faye s'inscrit dans le cadre de l'engagement de l'État sénégalais à apporter une réponse rapide et efficace aux catastrophes naturelles qui frappent ce pays d'Afrique de l'Ouest et qui vise également à concilier le développement durable et l'exploitation des ressources naturelles. Programme d'investissement pour la forêt et la restauration des savanes PIFORES. Ainsi est baptisé le projet de gestion forestière lancé la semaine dernière par les autorités de la République démocratique du Congo et les représentants de la Banque mondiale. Financé à hauteur de 300 millions de dollars, ce projet vise à restaurer les forêts et les savanes. Léonce Sago. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable de la République démocratique du Congo, en collaboration avec des représentants de la Banque mondiale, a lancé le 14 octobre dernier le programme d'investissement pour la forêt et la restauration des savanes PIFORES. Il vise à améliorer l'aménagement du territoire et la gestion des paysages forestiers dans cette province du pays. Le coordinateur du programme, Clément Vangoulou-Tété, explique qu'il y aura 2 volets. D'abord, la production des plantations d'arbres, l'agroforesterie et le reboisement. Ensuite, la protection et la conservation des savanes ainsi que la préservation des forêts primaires. Ce plan va impliquer les communautés locales à travers le développement des chaînes de valeur. Nous allons aider les communautés à transformer localement leurs produits agricoles, à leur donner de la valeur ajoutée et à les conserver, précise Clément Vondou. Le projet permettra également d'assembler les zones de production et les marchés. Le PIFORES a été financé par la Banque mondiale avec un chèque de 300 millions de dollars. Toujours en RDC, l'ONG Environmental Investigation Agency accuse 2 sociétés chinoises d'exporter illégalement les grumes de bois. Dans un rapport publié le 14 octobre dernier, l'ONG apporte des preuves contre les plus grands exploitants forestiers industriels du pays. Rafetou Beriko. L'exportation des grumes de bois non transformées est interdite au Congo depuis le 1er janvier 2023, conformément aux dispositions de la loi du 8 juillet 2022 portant code forestier. Mais cette réglementation semble ne pas être respectée par les acteurs de la production industrielle de bois. Les grumes continuent d'être envoyées en Europe et en Chine. Dans un rapport publié le 14 octobre 2024, l'ONG Environmental Investigation Agency a dénoncé avec preuve la coupe et l'exportation illégale de ce bois par 2 sociétés chinoises. Selon ce rapport, ces sociétés falsifient les documents et dépassent les quotas d'exportation de grumes sur fond de corruption. Une enquête menée par l'un des membres de l'ONG révèle que les membres de ces sociétés chinoises affirment n'avoir aucune difficulté quand il s'agit d'obtenir tout ce qu'ils désirent dans le pays, car tout s'achète sur place. Interrogé par la Radio France Internationale RFI sur le fondement de ces accusations, la société chinoise Wang Peng nie en bloc. Elle affirme plutôt avoir construit la plus grande scierie de RDC et n'avoir jamais dépassé les quotas d'exportation de grumes. Elle nie également avoir entrepris des actions de corruption. Alors que le bassin du Congo abrite près de 26% des forêts tropicales humides restantes sur la planète, soit la 2e plus grande surface de forêts tropicales au monde après l'Amazonie, la transformation du bois reste encore embryonnaire en dépit de l'importance économique du secteur. La République du Congo abrite depuis le 11 octobre dernier, et ce jusqu'au 30 novembre prochain, la 8e édition de la foire au plomb à Brazzaville. Cette foire est placée sous le thème « Verdir toute la nation avec la jeunesse ». 23 pépiniéristes exposent 221 848 plants, dont les produits forestiers non ligneux et les produits issus de la transformation. Les précisions dans cet élément. La 8e édition de la foire aux plantes à Brazzaville, au Congo, est un événement dédié à la valorisation du patrimoine végétal vivant et de la culture écologique. Pour cette 8e édition, au total 23 pépiniéristes venus de tous les coins de Brazzaville exposent 221 848 plants, dont 36 espèces fruitières, 17 espèces forestières, 17 ornementales, 6 espèces aromatiques, 4 espèces médicales et 3 espèces potagères.
Chacun des horticulteurs est venu exposer et vendre ses collections de plantes allant des espèces locales aux espèces exotiques. Organisée par le ministère de l'économie forestière, avec l'appui technique du Programme national d'afforestation et de reboisement PRONAR, la foire au plan est axée cette année sur les offres exceptionnelles avec de divers produits non ligneux tels que le miel, les huiles essentielles et les produits issus de la transformation. Cette nouvelle édition de la foire au plan se tient cette année sous le thème « Verdir toute la nation avec la jeunesse ». Elle répond à la stratégie nationale du Programme national d'afforestation et de reboisement lancé par le gouvernement congolais en 2011 avec pour objectif la réalisation d'1 million d'hectares de plantations forestières en 10 ans en vue de mieux lutter contre le changement climatique, la dégradation des sols et l'habitat de certaines espèces animales. Débutée le 11 octobre dernier, elle s'achèvera le 30 novembre prochain. Pour rappel, la République du Congo a institué une journée nationale de l'arbre à travers la loi du 11 septembre 1984. Au terme de cette loi, chaque citoyen congolais a le devoir d'accomplir un acte civique en plantant un arbre d'espèce forestière ou fruitière le 6 novembre de chaque année. Dans un monde où le numérique ne cesse de croître pour optimiser la consommation d'énergie et lutter contre le changement climatique, son impact environnemental, quant à elle, représente 3 à 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Alors une question se pose, le numérique est-il un allié ou une bombe à retardement? Les éléments de réponse avec Honoré Kata. Le numérique, encensé comme la clé d'un avenir plus durable, pourrait bien devenir le plus grand ennemi de la planète. Derrière la promesse d'efficacité et de décarbonation, l'empreinte écologique de cette industrie ne cesse de croître, menaçant de saboter les efforts mondiaux pour le climat. D'un côté, les technologies numériques sont perçues comme un outil incontournable de la transition écologique. En effet, les réseaux intelligents permettent une gestion optimisée de l'énergie, réduisant les gaspillages, tandis que l'intelligence artificielle aide à mieux gérer les ressources naturelles de l'agriculture à l'industrie. Cependant, cette avancée masque une réalité inquiétante. Une étude menée par le Shift Project révèle que le secteur numérique est responsable de 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, un chiffre qui pourrait bien doubler d'ici 2030. Les infrastructures numériques, notamment les centres de données et la production d'appareils électroniques, sont extrêmement énergivores. La demande croissante en streaming vidéo et l'usage massif du cloud amplifient cette consommation, comme le souligne le rapport de l'Agence internationale de l'énergie. De plus, l'extraction des ressources nécessaires à la fabrication des téléphones et ordinateurs, comme le lithium et le cobalt, génère une pollution environnementale importante rarement évoquée. Une étude également menée par l'université McMaster montre que la production des smartphones représente jusqu'à 70% de son empreinte carbone totale. La surconsommation technologique et l'obsolescence programmée aggravent la situation. Les déchets électroniques s'accumulent à un rythme alarmant et leur recyclage reste insuffisant. Pour Greenpeace, une association verte, le numérique, s'il est mal utilisé ou surconsommé, peut devenir l'un des plus grands ennemis de la planète. Il est donc impératif de prolonger la durée de vie des équipements numériques, de décarboner les centres de données avec des énergies renouvelables et de favoriser le recyclage des déchets électroniques. Néanmoins, ces mesures ne suffiront pas sans un changement de mentalité collective. En tant que société, il faut repenser notre consommation technologique et agir de manière responsable pour éviter que le numérique censé nous sauver ne devienne lui-même une menace écologique que nous aurons tous contribué à créer. La 6e conférence des parties sur la biodiversité COP16 s'est ouverte hier à Cali, en Colombie. 196 pays constitués en partie ont convergé dans cette ville de l'Amérique latine afin de mener des discussions sur comment protéger, restaurer et utiliser de manière durable la biodiversité à l'échelle internationale. Vivas Amana. Paix avec la nature. C'est sous ce thème que se déroule depuis le 21 octobre 2024 la 16e conférence des parties sur la biodiversité COP16. 2 ans après l'accord historique de Kunming-Montréal, leur état d'action a rappelé le secrétaire général des Nations Unies.
Nous devons quitter Cali avec des investissements significatifs dans les fonds du plan cadre mondial pour la biodiversité et des engagements à mobiliser d'autres sources de financement public et privé pour le mettre en œuvre dans son intégralité. À ce jour, seulement 29 pays des 196 ont respecté leur engagement pris lors de la COP 15 de décembre 2022 à Montréal. 23 objectifs seront scrutés pendant les 2 semaines que vont durer les travaux dans la ville de Cali en Colombie. La COP 16 doit aussi présenter les détails d'un mécanisme de suivi des efforts mondiaux afin de responsabiliser les pays et préparer un bilan d'étape officiel crédible avant la COP 17. Cette COP biodiversité est la plus grande jamais organisée avec 23 000 inscrits. La ministre colombienne de l'Environnement et du Développement durable, qui assure également la présidence de ce rendez-vous, rappelle que les pays du monde doivent jouer un rôle décisif à partir de cette conférence. Cette vision politique sera très importante pour le processus de transition de la crise environnementale que connaît le monde et nous espérons qu'à Cali, en Colombie, une large plateforme d'acteurs émergera pour participer à cette mobilisation. La biodiversité mondiale est gravement malade avec la dégradation des écosystèmes qui ne cesse d'augmenter. Vivement que les discussions et négociations à Cali contribuent à une avancée dans la restauration d'au moins 30% des écosystèmes naturels à l'horizon 2030. Point final à cette édition environnementale. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité, excellente suite de nos programmes. Green TV International, we revive the environment.